Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Ce soir, on va essayer de reparler de l'actualité brûlante de l'heure ici au pays. Vous savez qu'elle reste, bien qu'elle soit veilleuse, mais elle reste quand même un peu marquée par la révision ou non de la Constitution sur fond des différentes manifestations, surtout au sein de l'opposition, qui refusent catégoriquement d'entendre parler d'un changement ou d'une révision de la Constitution ici au pays. On va essayer de parler de ça, mais bien d'autres sujets encore et entrer à l'activité des différentes institutions ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau quelqu'un qu'on n'a plus entendu, ça fait un peu plus d'un mois, et son silence ou son absence a fait même l'objet de beaucoup de spéculations dans la sphère politique ici en République démocratique du Congo. J'ai cité Martin Fayulu. Merci et bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Je disais que votre silence et votre absence fait l'objet de beaucoup de spéculations. On vous a plus entendu, ça fait bien longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, on ne m'a pas entendu, je ne sais pas ce que vous dites. J'ai un programme. Je suis un homme engagé, occupé, et j'ai un programme, j'ai un agenda. Le 4 août, j'étais aux États-Unis. Vous n'étiez pas le seul. Oui, tout à fait, avec d'autres personnes, bien sûr, pour le sommet États-Unis-Afrique. Et puis après, je suis rentré. Je suis reparti donc la semaine du 16 au 20. Je suis parti en Afrique du Sud. J'avais des engagements. Je devais participer à un dialogue de haut niveau, dialogue sur les Congos, sur le développement durable du Congo. Et j'ai participé. Et après, je suis revenu le 20 et le 22. J'ai pris l'avion pour aller en Israël, où j'avais un programme qui était déjà arrêté depuis un certain temps. Sauf qu'il y a un problème, votre programme, c'est vrai, vous avez laissé certains de vos amis en plan, si on peut le dire comme ça, parce que bien avant de partir, au fait, votre premier voyage, on vous a entendu dire, par exemple, que vous ne participerez pas à la marche que comptait organiser l'opposition. Vous êtes désolidarisé de vos amis, et le 27, on ne vous a pas vu non plus, c'est-à-dire coïncidence, où vous l'avez fait sciemment, juste pour ne pas être là aux côtés de vos amis? Non, je peux vous le dire que j'ai un programme. Donc, mes voyages en Afrique du Sud, déjà depuis les États-Unis. Les États-Unis, je connaissais le voyage un mois avant. Le voyage de l'Afrique du Sud, je le savais un mois avant. Le voyage d'Israël, je le savais 4 mois avant. C'était programmé. Alors, vous dites que je laisse mes amis. Non, je ne laisse pas mes amis. Nous nous sommes réunis dans les cadres de rassemblement de forces politiques et sociales pour l'unité d'action. Il faut savoir d'abord que ces rassemblements est né après Sauvons la RDC. Au niveau de Sauvons la RDC, nous nous sommes rassemblés avec des principes à la clé. Et nous sommes allés plus loin parce que c'est nous, entre autres, moi-même qui vous parle, et mon frère et ami Jean-Bertrand Iwanga, et aussi Christopher. Nous sauvons la RDC, on sait que pourquoi vous mettez Jean-Bertrand Iwanga devant qu'on sait que c'était vous et Caméré. Non, s'il vous plaît, attendez, arrêtez un peu de faire un amalgame. Je parle de Sauvons la RDC. Sauvons la RDC, c'est un regroupement. Les FAC, l'UNC ou Coalition pour le vrai dialogue incarné par le Caméré. Non, attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Sauvons la RDC, c'est un regroupement qui rassemble les organisations suivantes. 1. La société civile de la RDC, coordonnée, pilotée par Christopher Ngoy. La CVD, Coalition pour le vrai dialogue, coordonnée, pilotée par Jean-Bertrand Iwanga. Les FAC, Forces acquises au changement. Ça vous nous apprenez, on croyait que c'était Caméré qui incarnait cela. S'il vous plaît, mais c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui suis à la base avec Jean-Bertrand Iwanga et avec Christopher Ngoy à la base de la création de Sauvons la RDC. Et je vous ai dit, vous avez vu quand nous sommes sortis au niveau de Sauvons la RDC, quand nous avons fait, des déclarations, quand nous avons signé des papiers. Nous avons signé des papiers avec qui? Vous n'avez pas vu toujours les 3 signatures, Jean-Bertrand Iwanga, Christopher Ngoy et Martin Fayulu? Donc nous sommes à ce niveau-là. Mais quelle a parce que quand je suis membre de Sauvons la RDC en tant que FAC, ça veut dire que tous ceux des FAC, Madame Thatcher, le professeur Kalele et les autres, le président Anzoloni, ils sont dans Sauvons la RDC. Et
comme aussi tous les membres de des coalitions pour le vrai dialogue, qui sont derrière Jean-Bertrand Ewanga. Ils sont aussi... Pas derrière Caméré, je crois que Jean-Bertrand Ewanga se trouve être le secrétaire général de l'UNC, il se trouve être l'adjoint de Vital Caméré à la coalition pour le vrai dialogue. Pourquoi vous le mettez en avant? Pourquoi pas Caméré? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque? Élisée Odia, je vous parle de la création d'une organisation. Donc on peut supposer que Vital Caméré avait placé en avant par rapport à cette création. Ça, ce n'est pas mon problème. Jean-Bertrand Ewanga. Ce n'est pas mon problème. Et à chaque fois qu'il est venu, Jean-Bertrand Ewanga lui a cédé la place. Donc c'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui sont derrière, avec l'organisation, qui est le coordonnateur des coalitions pour le vrai dialogue? Vous le savez? Qui est le coordonnateur? Parce que les coordonnateurs de la coalition pour le vrai dialogue, c'est Jean-Bertrand Ewanga, c'est pour ça. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, les problèmes, c'est lesquels? Le problème, c'est, vous dites que je n'étais pas là. Non, je vous dis que j'étais là. Vous avez abandonné les amis. S'il vous plaît, nous avons organisé d'abord le meeting d'Ndjili, le 4 août. C'est moi qui ai signé les papiers, c'est moi qui ai conduit donc la délégation avec les amis. Nous sommes partis voir l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa pour organiser les meetings du 4 août. Et ces meetings, nous l'avons décidé de commun accord et nous avons fait des réunions préalables pour arriver au meeting. Et je suis parti aux États-Unis le 2 août et après une réunion avec toute l'équipe et les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Nous avons organisé ça. Mais nous sommes revenus. Mais maintenant, vous parlez de la marche. Oui. D'abord, parlons de la marche du 13. Oui. Parlons de la marche du 13. Où vous vous êtes désolidarisé avec vos amis. Écoutez-moi, laissez-moi un peu de temps pour parler et vous donner l'historique. Cette marche a été décrétée unilatéralement. Et nous avons récupéré la situation pour dire que nous sommes un groupe. Nous sommes un groupe réuni selon les principes. Il y a des principes bien édictés et écrits pour les rassemblements de forces politiques et sociales pour l'unité d'action. Nous avons des principes. Donc nous devons décider de commun accord. Nous avons récupéré la situation et j'ai présidé les réunions pour organiser cette marche. Et nous nous sommes dit, nous allons organiser la marche le 13, mais nous avons 9 jours. Du moment où on décide d'organiser cette marche réellement, et les jours de la marche, c'est 9 jours, est-ce que c'est suffisant? Nous avons dit, jetons-nous dans l'eau, et on va voir si ça ne va pas, nous allons nous dire, voilà, on reporte cette marche. Parce que c'est nous qui sommes les organisateurs. Et nous avons tenu des réunions, nous avons vu les jeunes de l'ECID, les jeunes des FAC, les jeunes des autres partis politiques. Ils ont organisé la réunion, vous avez reporté cette manifestation à Fatima pour dire à nos jeunes, voilà marche. Mais et après, nous nous sommes dit, faisons l'évaluation. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons appris qu'au niveau de l'UDPS, que tous les membres de l'UDPS n'étaient pas d'accord avec nous. Tiens, il y a un couac. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Nous nous sommes renseignés. Et en se renseignant, nous avons trouvé que nous n'étions pas suffisamment prêts. Et j'ai appelé moi-même le secrétaire général de l'UDPS, Mavungu, pour lui dire, écoutez, convoquez une réunion pour qu'on puisse faire l'évaluation et savoir si nous sommes prêts. Et nous avons été à la réunion. Mais à la réunion, on a constaté que les gens n'étaient pas venus. Alors, nous nous sommes dit, au niveau des FAC, on tient une réunion et les FAC a dit, écoutez, voilà, il y a beaucoup de confusion. Quelle est la confusion majeure? La confusion majeure, c'est qu'il y a d'autres organisations, se disant de l'opposition, ont, imaginé des manifestations le même jour. On s'est dit, mais pourquoi cette coïncidence? Et ça peut créer la cacophonie. Nous avons aussi appris que les jeunes gens de la majorité kabyliste voulaient manifester le même jour. On s'est dit, écoutez, nous allons à la réunion dire aux amis, postposer cette marche. Un point très. Et les amis ne sont pas venus. Oui, ils ne vous ont pas suivi et vous vous êtes retrouvés seuls, sauf que vous n'avez pas voulu vous allier à la décision de la majorité. Comme d'habitude, vous avez voulu jouer, vous avez voulu faire cavalier, jouer, je ne sais pas dire, faire cavalier seul, solitaire. Non, écoutez, je parle de nouveau des principes.
Vous savez, c'est ça le problème. Mais pourquoi ne pas vous associer à la loi de la majorité? C'est vrai que vous aviez les principes, vous aviez vos principes, mais sauf que c'était des principes que la majorité de votre regroupement ne partageait pas. C'est quoi la majorité? C'est quoi la majorité? Alors vous dites que l'UDPS, ok, la grande majorité de l'UDPS n'est pas là, ok. Les facs. Qu'est-ce que vous entendez par grande partie de l'UDPS? On a vu, on va très rapidement aussi parler de cette deuxième marche, hein, parce que la marche du 13 a été finalement annulée, mais il y a eu la marche le 27 où on a vu les gens de l'UDPS se pointer dedans et vous n'étiez pas là. Vos membres, les membres de votre parti et de votre regroupement n'étaient pas là non plus, et pourtant la cause... Revenons sur la majorité. Vous parlez de la majorité. Nous sommes dans l'organisation. Et dans cette organisation, vous avez des grandes organisations comme le FAC, comme la société civile de la RDC, comme une grande partie de l'UDPS et tant d'autres qui ne sont pas là. Et vous dites qu'il faut se rallier à la majorité. Quelle majorité? Quelle majorité? La majorité de ceux qu'on a vu défiler ou battre les pavés le 27. On a vu tous les forces, vous étiez, par exemple, Mavungu était là, oui. Jean-Lucien Bouts a été là. Était là. Ok. Même le secrétaire général de l'UDPS engage l'UDPS. Non, Bruno Tshibala était là. On parle là du secrétaire général de l'UDPS, M. Fayulu. S'il vous plaît. Félix Tshisekedi est peut-être le fils à papa, mais il n'est pas le secrétaire général. Non, parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Soyons, élevons le débat. Nous sommes des gens qui... nous sommes là pour faire la politique et pour aider notre pays demain à sortir de cette situation dans laquelle M. Kabila nous a plongé. Nous devons sortir et nous devons être responsables. Quand vous êtes responsable, quand nous avons créé la plateforme, nous avons dit que cette plateforme, c'est une plateforme pour l'unité d'action. Okay? Ce n'est pas une plateforme électorale. Allons-y et travaillons. Mais du reste, tous ces gens que vous citez ici, c'est nous qui les avons appelés. Pourquoi? Pour, dire à M. Kabila que nous avons une crise de légitimité. Il faut résoudre cette crise de légitimité. Et on devait tout faire. Deux, pourquoi? Empêcher M. Kabila et ses amis de changer ou de réviser la Constitution avant les élections de 2016. Trois, nous avons dit que nous voulons une CENI réellement indépendante. Et nous devrons œuvrer pour une CENI réellement indépendante, parce que ce n'est pas cette CENI de M. Malou Malou qui devait nous amener aux élections. Et nous devons une CENI avoir un calendrier global. 4. Nous avons dit que nous devons œuvrer pour que les nôtres qui sont en prison, qu'on arrache leur libération de la prison, parce qu'ils sont des prisonniers politiques. Mais cette marche du 27 contribuait exactement à ça. S'il vous plaît, écoutez, la marche du 27 contribuait à ça. Mais quelles sont les actions que nous avons mis en avant pour arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés? C'est un processus, Martin Fayulu. Mais s'il vous plaît, la marche, c'était la troisième action. La première action, c'était quoi? Porter plainte contre M. Malou Malou. Que nous avons fait? Nous avons porté plainte devant le parquet général de la République, M. Malou Malou. Et nous avons confirmé la plainte. Et nous avons, le parquet général de la République a invité M. Malou Malou. Deuxièmement, nous avons dit que tous ceux qui se reconnaissaient de force du changement et qui étaient à la Commission électorale nationale indépendante devaient se retirer. Donc les organisations qui avaient des membres à la CENI devaient retirer leurs membres. Deuxième action. Et nous nous sommes battus pour ça. Et nous avons écrit, il y a des lettres qui sont aujourd'hui restées lettres mortes. Nous avons fait ça. Troisième action, c'était les actions de terrain. Et nous avons commencé par Njili. Et vous avez vu comment nous avons réussi Njili, comment Njili a fonctionné et comment nous avons travaillé. Ok. Je pensais que la marche, elle n'a pas réussi parce que vous revenez tout le temps sur ce meeting de Njili où vous dites que ça a réussi. Est-ce que vous pensez que la marche, peut-être vous avez suivi, vous avez eu certainement des échos, vous pensez que la marche du 27 a eu moins d'impact que le meeting que vous avez eu à Njili? La marche devait réussir et nous sommes totalement d'accord, Élisée Odia. Mais pourquoi la marche devait réussir? La marche devait réussir parce que, rappelez-vous, que ce que nous avons fait au niveau des facs. Nous sommes le premier à avoir commencé cette affaire. Vous oubliez le meeting du 1er
septembre 2013 au Vélodrome de Kitambo. Vous oubliez la campagne Touche pas à mon 220, pas de président sa vie en RDC. Vous oubliez ça? Nous avons commencé, quand nous étions sur le terrain, en train d'être tabassés par des policiers, de Kinshasa ici. Quand nous étions pour dire au peuple congolais, réveillez-vous s'il vous plaît. Faites comme les cardinals et les catholiques ont dit, Télémé Ongenge, Kinois Télémé Ongenge, Congolais Télémé Ongenge. Nous avons suivi l'église catholique et nous sommes allés sur le terrain et nous avons dit aux gens, écoutez, nous ne voulons pas de la présidence à vie dans notre pays, on ne peut pas changer la révision. Et ça faisait suite au livre de M. Bochab, la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Les gens étaient où? Et quand nous sommes partis, au Vélodrome de Kitambo, et nous avons harangué, nous avons mobilisé, et on nous a tabassés comme des poissons pourris. On a arrêté nos membres. Les gens étaient où? Et quand nous sommes allés sur le terrain pour dire Malou Malou dégage, les gens étaient où? Donc vous êtes en train de et maintenant que les gens nous rejoignent dans ces combats, nous sommes tout à fait d'accord. La marche devait réussir et la marche doit réussir. Et toutes les actions de l'opposition doivent réussir. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, la marche, le point essentiel, c'est quoi? Et toutes les actions aujourd'hui, empêcher à M. Kabila de changer la constitution. Donc, s'il vous plaît, empêcher à M. Kabila de s'éterniser au pouvoir. Et là, vous regardez, l'église catholique avec la Cinco a dit non au changement de la constitution. Les professeurs, les intellectuels congolais... Changer la constitution n'est pas une violation de la constitution. S'il vous plaît, changer la constitution, c'est une violation flagrante. Le peuple a le droit de disposer, de changer la constitution s'il le veut. Pas d'une façon intempestive. Il faut lire la constitution. Et encore faudrait-il que vous puissiez arriver à définir ce qu'est une façon intempestive ou pas. Mais écoutez, on peut, si vous me donnez une autre émission, donc, on peut discuter. Parce que non, la constitution, Élysée, s'il vous plaît, nous sommes ici devant la nation. Nous parlons de choses sérieuses qui concernent l'avenir de notre nation. Lumumba n'est pas mort pour rien. Lumumba a donné une vision pour ce pays. Le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Et si nous continuons sur cette lancée-là, nous avons dit que les catholiques ont dit non au changement de la constitution. Voilà, Cinco. Les professeurs congolais, s'il vous plaît, le professeur congolais ont dit non. C'est juste aussi un avis. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils incarnent la majorité de ce Congolais? S'il vous plaît, les Congolais, à travers les sociétés civiles des différentes provinces, ont dit non au changement de la constitution. Mais pourquoi on n'y va pas au référendum? Élysée, vous pouvez me laisser un peu terminer les idées? Les sociétés civiles des différentes provinces. Maintenant, les partis politiques de l'opposition, comme ceux de la mouvance kabyliste, ont dit non. Beaucoup de gens. Vous avez suivi des manifestations au Katanga, vous avez suivi des manifestations au Nord Kivu, au Sud Kivu, et partout. Et des gens ont dit non. Et maintenant, il y a un monsieur qui sort, se disant aussi professeur d'université, et qui dit que Bolinga te nanko to changer yango. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, nous disons que les Congolais veulent une alternative crédible. En tout cas, est-ce qu'on va la trouver, cette alternative-là? On la trouvera au niveau de l'opposition. Et c'est d'ailleurs là le principal thème de notre émission. Quelle opposition pour quelle alternative? Quand on voit déjà au sein de cette même opposition, il y a des dissensions. On revient avec les forces politiques et sociales. Est-ce que tous les membres où tous les grandes figures de proue de cette force politique sociale sont sur la même longueur d'onde? Est-ce que dans les prochains jours, on peut retrouver Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Jean-Lucien Boussa? Parce que là, ça donne l'impression, c'est comme si vous êtes déjà à côté et les autres évoluent seuls. Élysée Odia, il faut poser la question à chacun. Vous allez me poser la question, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je pense pour cette alternative crédible dont je parle? Nous avons commencé la politique, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que peut-être il faut éclairer la lanterne de certains concitoyens. Je connais le président Tshisekedi depuis 1990 et je travaille à ses côtés depuis 1990. J'étais membre de la conférence nationale souveraine. Et je vais vous dire, il faut remonter plus avant que quand nous étions sous la dictature de M. Mobutu ici. Nous, moi et mes amis, à l'époque, nous avions une association qui s'appelait GLP, Groupe Logos et Praxis. Allait demander à Mwini Hamza Badjoko, c'était le dernier président
de cette organisation, allez demander à M. Ilondo, allez demander à Marcel Lengema et à Maître Zamundou, Maître Djunga, à Fidel Babala, demander que sous la dictature de Mobutu, nous avions une organisation qui tenait tête et qui discutait, qui parlait des problèmes de ces pays. On quitte cette affaire. Mobutu vient dire, voilà l'ouverture démocratique. Et nous faisons le FDD. Le FDD, et le FDD, depuis 1990, et nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Donc j'étais membre de la conférence nationale souveraine et après, nous sommes partis au Haut Conseil de la République. À la conférence nationale souveraine, jeune que j'étais vice-président de la grande commission, s'il vous plaît. Martin Fayulu, on sait que vous avez un passé en politique, mais on parle du présent. Est-ce qu'on peut retrouver cette synergie? Parce que moi, j'ai eu le bonheur de vous recevoir quand il y a eu la création, la formation de Sauvons le Congo et de forces politiques et sociales. D'aucuns, à l'époque, parlaient déjà d'une relation ou d'une union contre nature entre vous et Caméré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le cordon est coupé entre vous et lui, ou est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Pourquoi vous dites, vous savez, nous avons besoin du passé pour comprendre le présent et pour définir l'avenir. Et c'est pour cela que je vous fais toute cette analyse-là. Et nous étions à l'Union sacrée. Et nous avons eu beaucoup de problèmes. Et maintenant que je vous fais ces rappels historiques, pour comprendre que sous la dictature de Mobutu, nous avons élevé la voix, nous avons parlé, nous avons été tabassés, nous avons connu des problèmes, mais nous ne continuons pas. Pourquoi nous ne continuons pas? Pourquoi nous continuons? Nous ne cédons pas. Et pourquoi nous pensons que nous devons travailler pour notre pays? Et vous poserez la question aux autres. Vous aimez bien travailler seul. Pourquoi vous ne voulez pas travailler avec les amis? Je parle là, vous avez eu une idée que tout le monde a eu appréciée. On s'est dit, mais tiens, maintenant là, on voit une opposition unie. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous continuez toujours à être unis ou on peut s'attendre à différents ailes de forces politiques ou sociales, comme il y en a eu avec les FAC? Est-ce que je suis seul? Je suis président de l'ECID, Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, et je suis coordonnateur des forces acquises au changement. Je suis seul. Mais au niveau des forces politiques et sociales. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas, aller et continuer à persévérer dans quelque chose où les gens ne respectent pas les principes. Mais l'opposition n'est pas morte. Donc là, vous êtes en train de nous dire carrément que ça y est, vous ne faites plus partie des forces politiques et sociales, ce n'est pas ça que et que vous voulez faire cavalier solitaire, comme je venais de le dire tout à l'heure. Oui, mais vous insistez sur le mot solitaire et je suis en train de vous dire... Parce qu'apparemment, vous aimez ça, vous aimez évoluer en solo, Martin Fayulu. Donc je suis seul, vous me voyez, Fayulu est seul. À chaque fois que vous essayez de vous joindre avec les autres, il y a toujours une cassure qui se fait. Dites-moi les fois. On parle des FAC, on parle des FAC, il y en a eu plusieurs. Maintenant, là, on se retrouve avec les forces politiques et sociales. Ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup de m'aider. Les FAC, parlons-en. Où sont-ils les autres? Où sont-ils les autres? Ils sont partis dans les FACO. Et maintenant, vous appelez ça comment? Et ils sont comment? Où sont-ils les autres? Élisée Odia, c'est la constance. C'est la constance et dans l'action. C'est la constance dans les idées. Nous devons avoir une république. Et c'est comme ça que les gens, il y a une constitution qui est là, adoptée au référendum par une large majorité des Congolais, et les gens foulent au pied la constitution. C'est pour cela, vous avez des principes que vous avez mis ensemble. Et puis les gens foulent au pied les principes, et vous dites que Fayulu... Non, je ne suis pas de cette école-là. Je suis de l'école de la discipline. Je suis de l'école de l'intégrité. Je suis de l'école, de savoir-faire. Je suis de l'école où les gens doivent travailler pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Je suis de l'école, je peux vous le dire, où des gens, quand ils s'unissent et ils s'engagent à quelque chose, c'est l'engagement. Je cite beaucoup le mot engagement. Et en anglais, commitment. Donc, je m'engage à ceci. Pourquoi? Pour faire cela. Et je m'engage. Je suis de cette école-là. Alors, si vous voulez m'amener dans des écoles où les gens viennent pour assouvir le besoin personnel et ils commencent à mener des stratégies pour leurs besoins, et vous n'allez pas avoir Fayulu. Mais je peux vous le dire
que l'opposition va demeurer. Parce que l'opposition a sa place. Pourquoi? De manière Parce un peu disparate, comme d'habitude, désorganisée. Et puis, comment on peut parler d'une alternative crédible avec cette opposition quand on sait qu'elle a du mal à être ensemble et à transcender les égos des uns et des autres? Dites-moi, je ne comprends absolument pas votre analyse de la situation, même de la classe politique. Il faut analyser la classe politique. Il faut faire des comparaisons avec d'autres pays et voir ce qui se passe. Nous sommes là aujourd'hui pour un combat. Nous sommes là pour un combat. Quel combat? Nous sommes pour un combat de la démocratie, de la consolidation de la démocratie. Nous sommes pour un combat. Quel combat? Le combat des valeurs. Il faut que la République démocratique du Congo, les enfants de la RDC apprennent qu'il y a des valeurs d'humanisme, il y a des valeurs de chrétienté que nous devons respecter. Nous sommes pour les combats des valeurs. Nous sommes là pour les combats. Nous sommes pour les combats des respects des principes, des respects de la Constitution. Nous sommes pour un combat. Quel combat? De mener ce combat en synergie, s'il vous plaît, Odia. Nous sommes pour le combat de respect des textes, un combat, l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Nous sommes pour les combats du développement du Congo. C'est le combat que je poursuis. Et ces combats-là, je peux vous le dire, les alliances peuvent se faire, se défaire et tout ça, mais la trame, le fil conducteur, et ceux qui veulent venir pour ça, ils sont nombreux, ils viendront. Ceux qui viennent pour perturber l'ordre établi, mais ils vont partir parce qu'il y a des gens qui viennent pour un objectif, c'est de l'argent. À qui est-ce que vous faites allusion? Mais j'ai dit ceux. En parlant même de l'argent, Martin Fayulu, oui. Vous n'êtes pas peut-être le mieux placé pour parler d'argent quand on sait que d'aucuns vous accusent d'avoir vraiment traversé de l'autre côté et de toucher de pot de vin du côté de la majorité et de venir torpiller les actions de l'opposition. Alors les gens le disent, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut vous amener une preuve que Fayulu a été corrompu? Je l'ai dit, je vais prendre la main droite, je l'ai dit, ici Fayulu, il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a corrompu. Il n'existe pas, il n'existera pas. Je peux vous le dire. Alors si les gens veulent, parce que, vous savez pourquoi les gens le disent? Parce que eux, ils sont comme ça. Quand ils savent qu'on peut le corrompre comme du papier, et donc ils pensent que si eux ils le font, pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Vous avez dit de ne pas faire des rappels historiques, mais je suis dans l'obligation de le faire. Très rapidement, monsieur. Très rapidement. Mais moi, j'ai été directeur général de sociétés pétrolières. Mais j'ai été, même ici au Congo, ici, mais j'avais la possibilité d'être riche, millionnaire en dollars. J'avais la possibilité. Est-ce que quelqu'un peut sortir aujourd'hui pour dire qu'il a corrompu Fayulu? Mais je n'ai pas pris l'argent chez ExxonMobil d'une façon détournée. Pourquoi je prendrais qui ici? Je demande à tout Congolais, quiconque, du pouvoir. Les gens parlent, mais qui viennent. Parce que vous voulez salir Fayulu, vous n'arriverez pas parce que les gens le connaissent. Et d'ailleurs, vous voyez quand les gens interviennent sur Facebook, qui me connaissent Fayulu, mais j'ai appris, même les gens de l'étranger, des Africains, allez même demander aux Américains, aux Blancs, qui a corrompu Fayulu n'existe pas. Donc, si les gens sont des corrompus, parce que nous avons les dossiers de tout le monde. Si quelqu'un a les dossiers de Fayulu, que Fayulu est parti chercher l'argent, comme on le dit, à tel endroit ou à tel autre endroit, qu'il vienne avec ça. On va continuer toujours au sein de l'opposition. Est-ce que vous participez toujours aux plénières de l'Assemblée nationale quand même? Je suis un député. Voilà, on a parlé, il y a eu l'examen du projet de loi sur la reddition des comptes et cette découverte sur les 207 millions de francs congolais qu'aurait dépensé le gouvernement pour donner sur le fond de l'opposition. Vous, comment vous analysez cela? Élisée Odia, je suis député. Vous me demandez si je participe toujours aux plénières de l'Assemblée. J'étais absent à l'ouverture de l'Assemblée. Je viens d'arriver. J'ai trouvé ces problèmes. Et les gens vont se justifier. Ça, pour moi, ce sont des menus frétins. Élisée Odia, des milliards de dollars qui sont partis. M. Kabila a réuni les gens là. C'est un journal très important, ok, qui s'appelle Africa Mining Intelligence, qui dit qu'on a réuni les gens pour leur demander de mettre de l'argent dans le fonds de M. Kabila. Vous ne parlez pas de ça? Nous sommes ici, le pays est en crise. On parle des militaires burundais
qui sont sur la plaine des Ruzizi. Mais vous, en tant que député, qu'est-ce que vous comptez faire, surtout par rapport à cette situation? Vous n'avez pas abordé ça, c'est moi qui ai abordé. N'empêche que je peux vous relancer par rapport à ça. Merci beaucoup pour m'avoir relancé. Nous sommes là-dedans. Ce sont des choses sérieuses. Mais des gens qui font des motions pour avoir de l'argent, pour être payés, vous le savez, vous ne parlez pas de ça. Mais moi je vous dis que, voilà, on a découvert ça. Comme tant d'autres points. Il faut que le gouvernement se justifie. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre sur le 207 millions? Je vous dis qu'il y a des problèmes. Je vous dis que le gouvernement, ici, congolais, a un fils de son pays. Et ces gouvernements, ces gens-là qui sont partis aux concertations, ils ont dit aux concertations que pour nos frères qui sont à la haie, nous allons tout faire et nous allons demander au gouvernement... Vous parlez de Fidel Babala. Nous allons demander au gouvernement de s'occuper d'eux. Et aujourd'hui, on veut accorder la liberté provisoire à Fidel Babala, député national, et que le procureur général de la République aille à l'encontre de la décision de la ministre. Et nous savons que le parquet général de la République est sous tutelle, je peux vous le dire, parce qu'on a changé la Constitution, est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, le monsieur s'élève, il dit que non, les fils de ces pays, on ne peut pas l'accepter, pendant que vous êtes en train d'amnistier les éléments de M23, les gens qui ont commis des exactions, qui ont violé, qui ont tué les Congolais. Fidel Babala n'a tué personne. Fidel Babala est là. Et maintenant, on constate que non, il faut les relâcher. Et ces pays, son pays ne veut pas les recevoir. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que député? Parce que c'est l'un de vôtres. Mais un des nôtres aussi, Emery Okunji, a fait une motion pour dire que ce n'est pas possible. Je suis content que le président de l'Assemblée nationale ait dit qu'il va faire venir Madame la ministre de la Justice pour poser la question, pour continuer le débat. Et par rapport au Burundais qu'on a retrouvé, parce qu'on a entendu... Par rapport au Burundais, j'ai au niveau de l'Assemblée, on vous accuse aussi d'une certaine léthargie. J'ai envoyé une question orale avec débat au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants. Et la question orale est partie, j'attends. J'ai déjà une question orale avec débat sur la reddition du M23 qui est en souffrance, ça fait plus d'1 an. Donc, nous allons continuer. C'est pour ça les combats est âpre. Nous avons ces combats que nous devons gagner à tout prix pour les générations futures. Alors, vous aviez été à un bon moment quand même député provincial. Une analyse par rapport à l'action de nos élus, surtout quinois ici. Quel regard vous avez au loin, vous qui êtes déjà député national, quel regard faites-vous de l'action des députés provinciaux du pays, mais surtout de la capitale? Écoutez, c'est un combat. Nous parlons des combats de la consolidation de la démocratie. Et c'est un combat noble et énorme qu'il faut mener. Et c'est pour cela qu'il faut aider les assemblées provinciales. Il faut aider les institutions qui sont déjà installées. Et c'est notre combat. Et changer la manière de voter de nos élus. Voilà pourquoi on propose la révision de l'article 197, par exemple. C'est un moyen. S'il vous plaît, parlons des choses sérieuses, s'il vous plaît. Il faut que consolider la démocratie veut dire ces institutions qui existent, c'est-à-dire à partir de la présidence de la République, institutions qui existent, à part le Sénat, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, les gouvernorats, les gouvernements provinciaux. Ce sont des institutions qui existent, il faut les consolider. Vous ne pouvez pas accepter qu'une assemblée provinciale, en l'occurrence l'assemblée provinciale de Kinshasa, puisse se réunir au cours d'une session et qui n'ait tenu que 5 sessions, 5 plénières. Est-ce que c'est normal? Vous ne pouvez pas dépenser autant d'argent que le peuple ou la population de Kinshasa dépense autant d'argent pour soutenir cette assemblée, pour le fonctionnement de l'assemblée, et qui est absolument rien. J'apprends à Kinshasa qu'un ministre que nous avons fait partir, nous, Assemblée provinciale de Kinshasa... Oui, on parle de Jean-Claude Mouissa. Comment vous avez accueilli, en fait, j'allais dire la réinsertion, Jean-Claude Mouissa, qui aujourd'hui est directeur général de la DGRK, et on voit un peu cette guéguerre entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, par le biais de son président Dignette, et de l'autre côté, Jean-Claude Mouissa exerce déjà ses fonctions. C'est ça que je vous dis. Je ne comprends pas que ces ministres que nous avons fait partir à la régulière par une motion votée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa
Donc il est parti. Et ce ministre revient dans une institution de la ville de Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que nous vous disons que nous sommes pour un état de droit. Dans un état de droit, vous ne pouvez pas avoir ce genre de situation arriver. Et c'est pour cela que nous disons, les assemblées provinciales existent. Ce sont des institutions qui ont déjà été établies. Il faut les consolider. Il faut travailler. Renforcer leur pouvoir. Il faut que demain, ils ont les pouvoirs par la Constitution. Ils ont un pouvoir énorme. Il faut que demain, pas à bien exercer. Il faut que demain, les Congolaises et les Congolais qui ont quelque chose, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise, qui ont de la compétence, puissent devenir des députés provinciaux. Pour terminer, juste une dernière question avant votre mot de la fin. On vient d'assister à une question d'actualité quand même internationale. Malala, plébiscité ou nominé, présenté comme prix Nobel de la paix. Ils sont deux. La jeune fille d'origine pakistanaise, incarne, c'est par rapport à son action menée en faveur de l'éducation. Et très brièvement, votre regard, et l'Indien, oui, votre regard par rapport à l'éducation ici en RDC et quelques propositions très rapidement par rapport à ça. Mais mon regard, je suis d'abord très content que Malala soit nominée. Malheureusement pour nous, que le docteur Mukwege n'a pas été. J'aurais aimé qu'on associe Mukwege à Malala. Bon, maintenant, Malala pour l'éducation, et c'est ça. Quand vous regardez le projet de société de l'ECD, et nous nous battons pour ça, l'éducation, c'est la priorité des priorités dans notre pays. Et Malala s'est livrée à ça. Jeune fille. Et je demande simplement, pas simplement aux jeunes filles, pas simplement aux dames, mais à tous les Congolais, de suivre cet exemple noble de l'éducation. Et aussi chez nous aussi. La Constitution le dit, l'éducation, l'enseignement primaire est gratuit. Mais dans la ville de Kinshasa, ici, les gens font payer encore aux parents des carnets, comment dire... de santé. Pardon? Des carnets de santé. Dans la ville de Kinshasa, ici, les gens continuent à payer très cher l'école primaire. Donc, est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce qu'on tient compte de ces un des fondamentaux de la vie nationale? Donc, nous sommes très contents et nous demandons que tout le monde suive cet exemple-là pour l'éducation parce que c'est crucial pour un pays. Crucial pour un pays. Très rapidement, 30 secondes, votre mot de la fin qui signe un peu aussi votre comeback dans la sphère politique après plusieurs mois ou plusieurs semaines de silence. Un mot à ces téléspectateurs qui vous ont suivi. Écoutez, les mots de la fin, je vous ai dit au cours de l'émission, donc j'étais absent du pays, j'étais aux États-Unis comme beaucoup de gens le savent, et après je suis allé en Afrique du Sud assister à un dialogue très important pour le pays, donc il y avait des grands professeurs d'université qui étaient là, et après je suis parti, comment dire, à Jérusalem, en Israël, donc tout ça, ça a été programmé, et je suis rentré au pays pour continuer les combats avec les amis, et nous allons continuer ces combats. Et nous disons simplement à tous ces concitoyens qui aujourd'hui sont devenus les chantres du changement de la Constitution, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce qu'il faut respecter la Constitution. Il faut respecter l'esprit et la lettre de la Constitution, c'est très sacré. Et nous disons aux Congolais, nous devons commencer à construire un état de droit. Et la construction d'un état de droit commence par le respect de la Constitution. Et je dis à tout le monde que nous avons un pays et que nous sommes des passagers sur cette terre des hommes. Et nous devons passer, nous allons passer, mais nous devons laisser quelque chose d'important au peuple congolais. Et si nous devons laisser une chose, et une seule chose, c'est la démocratie. Et si nous pouvons travailler pour la construction de la démocratie, ça serait gagné. Et j'ai dit aux Congolais de suivre ce que la Senko a dit. Nous allons avoir, comment dire, des cultes pour prier pour le pays. Il faut le suivre. Nous devons continuer. J'ai dit à toutes les sociétés civiles du pays de continuer à réclamer le non-changement de la Constitution. Et j'ai dit que nous devons avoir à tout prix les élections en 2016. Et les Congolais doivent travailler pour que ces élections, cette fois-ci, soient des élections réellement crédibles, libres et transparentes. Pour que les citoyens congolais se choisissent
librement les dirigeants qui vont diriger ces pays. Sinon, on va faire un éternel recommencement et nous serons les derniers. Nous avons un pays béni, un pays avec des milliards de réserves ici dans nos sols, un pays avec l'eau, la forêt, tout. Mais nous sommes les derniers dans l'indice de développement humain. Est-ce que c'est concevable? Est-ce qu'on peut accepter de telles aberrations? J'ai dit au peuple congolais, rendez-vous avec l'histoire. L'histoire juge sévèrement et il ne faut pas qu'on soit jugé sévèrement par nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Congo Web Télévision dans le cadre de cette émission, M. Fayulu. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu pour vous le président national de l'ECD, coordonnateur des FAC, de Sauvons la RDC, de Forces politiques et sociales, ainsi de suite. C'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous autour de ces différentes questions d'actualité brûlantes de l'heure ici en République démocratique du Congo. Appelez-nous par le biais de notre numéro affiché en bas de l'écran et on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. Au revoir et à dimanche prochain.